Ravi de vous retrouver en pleine forme, la santé divine, c'est ce que nous vous souhaitons. Salut sportif à tous, au sommaire de Plateau Foot Europe ce vendredi. L'élection du Ballon d'Or France Football 2018, 30 nominés, mais un seul sera sacré le 3 décembre prochain. Qui sont les favoris? Va-t-on assister à la fin de la dynastie Messi-Ronaldo? Des éclairages avec les spécialistes. Leonardo Jardim quitte le Rocher après 4 ans de loyaux services. Thierry Henry en ligne de mire pour lui succéder. Nous parlons également de la Ligue des Nations qui se dispute cette fin de semaine. C'est le menu de la première partie. La deuxième ouvre le débat sur le dossier Cristiano Ronaldo accusé de viol par Catherine Mayorga. Des éléments pour comprendre cette situation. Nous en parlons dans le débat des spécialistes. PFE reçoit ce vendredi Fifi Asogbavi. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo et je salue les auditrices et les auditeurs. Vous allez bien, n'est-ce pas? Ça va. Ah oui. Armel Waba, bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien. Franck Dougnama est également avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. Merci de vous retrouver dans le studio Messanyamé. Nous saluons également Elom Adovon, notre webmaster, celui qui permet d'avoir la vidéo sur le www.radiosportfmtg.com. Nous saluons également Rotor et Ezekiel Aïataï, forfait pour aujourd'hui. Mise en onde, Théo Javon, micro, Angelo Folikwe. Plateau Foot Europe, c'est parti. Et nous ouvrons la première fenêtre de cette émission. Nous nous intéressons au Ballon d'Or 2018 France Football. Oui, le verdict sera donné le 3 décembre prochain, mais ils sont 30 à être nominés. Nous allons écouter un petit résumé bref sur les potentiels favoris de cette honorable distinction et après, nous faisons le débat. You let me know, but I better see, just let me go. I'm on my knees while I'm... Chaque fin d'année rime avec Ballon d'Or et 2018 n'échappe pas à la règle. Le 3 décembre prochain, le monde du foot connaîtra le successeur de Cristiano Ronaldo au palmarès. Le magazine France Football a dévoilé les noms des 30 joueurs en lice pour décrocher le Graal. Le tenant du titre, Cristiano Ronaldo, le Portugais est sans doute le transfert de l'année avec son départ du Real Madrid où il a gagné une 5e Ligue des Champions, terminant meilleur buteur du tournoi avec 15 buts, vers la Juventus pour 100 millions d'euros. CR7 a réussi ses débuts en Italie même si ces derniers jours, des accusations de viol datant de 2009 refont surface. Antoine Griezmann est bien entendu dans la liste. Cette année, il semble faire partie des favoris pour un podium. Champion du monde avec les Bleus cet été, il a aussi remporté la Ligue Europa avec les Colchoneros, marquant 2 buts en finale contre l'OM. En ce début de saison, il porte son équipe notamment en Ligue des Champions. Sadio Mané est également parmi les finalistes à ce Ballon d'Or 2018. Le Sénégalais s'est encore un peu plus révélé à l'Europe en emmenant Liverpool en finale de la Ligue des Champions avec ses compères Firmino et Salah. Avec sa sélection, Mané n'a pu faire passer le premier tour de la Coupe du Monde au Lion de la Teranga. 19 ans et déjà candidat au Ballon d'Or, c'est le destin de Kylian Mbappé. Le prodige français a vécu une année 2018 exceptionnelle. Avec le PSG, il a remporté tous les titres nationaux aux côtés de Neymar et Cavani. Et bien sûr, avec les Bleus, il est devenu champion du monde, impressionnant la planète foot, notamment contre l'Argentine en 8e de finale. Il est suivi dans l'ordre alphabétique par la légende Lionel Messi. Le Blaugrana fait partie intégrante des 2 trophées soulevés par le Barça en mai dernier, la Liga et la Coupe du Roi. Pour ce qui était sans doute sa dernière Coupe du Monde, en revanche, il est tombé sur l'équipe de France en 8e de finale, future championne du monde. La Pulga n'a toujours rien gagné avec sa sélection. On passe à un autre favori pour ce Ballon d'Or 2018, Luka Modric. Le Croate a remporté une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid, étant encore indispensable dans le dispositif tactique de Zinedine Zidane. Surtout, il a permis à la Croatie de se hisser pour la première fois en finale de la Coupe du Monde, un parcours historique qui a fait la fierté de tout un peuple, le meneur de jeu étant désigné meilleur joueur du mondial. Sans surprise, on retrouve aussi Mohamed Salah. Monstrueux avec Liverpool, il a porté les Reds jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Malheureusement sorti sur blessure après un duel avec Ramos, l'Égyptien n'a pu ramener la coupe aux grandes oreilles sur les bords de la Mersey. Diminué pour la Coupe du Monde, lui et son équipe sont sortis sans gloire au premier tour. Et on termine par un autre champion du monde qui complète la liste des 30, Raphaël Varane. Victorieux de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde cette année, rien que ça, le défenseur central du Real est un candidat sérieux au titre suprême. Monstrueux durant le mondial, il s'est imposé comme le patron de la défense des Bleus cet été. À l'instant, le kaléidoscope de ces présumés potentiels vainqueurs du Ballon d'Or 2018 du magazine France Football. Fifi, oui, la question elle est là. Qui pour vous est favori dans cette shortlist?
Pour moi, il y a un favori, c'est Luka Modric, pour moi, personnellement, parce que je pense que quand on fait ce qu'il a fait avec la Croatie et avec le Real de Madrid, et gagner la Ligue des Champions, aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde, en étant pratiquement le patron de l'équipe nationale et en étant également indispensable avec le Real, et en devenant le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a gagné le prix UEFA, et il a gagné également la dernière fois le prix FIFA. Donc pour moi, en principe, dans la suite normale des choses, le ballon ne devrait pas lui échapper. Mais maintenant, pour moi, c'est le favori numéro 1. Maintenant, après, il y a bien sûr Cristiano Ronaldo. J'aurais bien aimé voir également Kylian Mbappé, puisque tout ce que ce petit a fait lors de la Coupe du Monde, et même malheureusement le Paris Saint-Germain n'est pas allé très loin dans la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions pèse énormément aussi. Pourquoi pas Varane aussi, et un peu moins Mohamed Salah, parce que quand vous prenez aujourd'hui Kylian Mbappé, Varane, Modric, Cristiano Ronaldo, je pense qu'ils sont quand même un peu au-dessus de Mohamed Salah. Et c'est vrai que Mohamed Salah a fait une saison exceptionnelle avec Liverpool, mais ça s'arrête là. Il était également en finale de la Ligue des Champions, mais quand on prend l'équipe nationale, on n'a rien vu, alors que les autres, même Varane était en finale de la Ligue des Champions et était en finale de la Coupe du Monde. Elle est l'un des meilleurs joueurs de la France à la Coupe du Monde, et l'un des meilleurs joueurs également du Real Madrid en Ligue des Champions. Voilà pour moi à peu près les favoris. Franck Ndouyama, on a l'impression, on constate tout simplement que depuis 2008, enfin, le Ballon d'Or est ouvert à tout le monde. C'est plus ouvert que jamais. Maintenant, l'hégémonie de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo est menacée. Franchement menacée. Parce qu'il y a des joueurs qui se sont illustrés. Et le favori numéro 1 pour moi, c'est Luka Modric. Vous comprenez, lorsqu'on gagne le trophée de meilleur joueur de l'UEFA et qu'on enchaîne avec celui de meilleur joueur de la FIFA, il se dit que, sauf catastrophe, il va enchaîner avec un premier ballon d'or de l'histoire pour son pays. C'est quand même véritablement une grosse distinction. Lorsqu'on voit un peu son parcours en alignant la victoire finale au niveau de la Ligue européenne des champions, en portant sur ses épaules sa sélection jusqu'en finale de la Coupe du Monde pour ce petit pays de l'Europe de l'Est, c'est quand même un parcours, on va dire, incroyable. Donc, je pense que c'est le favori numéro 1 désormais. Maintenant, dans les votes, il y a quand même des surprises qui s'annoncent ou bien des surprises qui se font voir à l'arrivée. Donc, je pense que c'est le favori numéro 1. On ne peut pas oublier Raphaël Varane, comme Fifi l'a dit. Parce qu'il a fait candidat. Très, très sérieux candidat désormais. Il a gagné la Ligue des Champions comme lui. La Coupe du Monde, lui, il a gagné. Et ce que Modric n'a pas fait. Ça doit peser. Ça peut peser également. Donc, c'est deux compétitions qui pèsent lourd dans le choix final. La Ligue des Champions et puis la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'on peut compter sur lui. Et puis derrière, oui, Mbappé, dans une moindre mesure, qui a surpris la planète foot et qui figure désormais sur la page de ce célèbre journal américain The Times. Donc, je pense que c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Et voilà, sauf surprise, Luka Modric fera l'affaire. Armel Waba, on a souvent vu un vote au finish, soit pour Cristiano, soit pour Messi. Mais aujourd'hui, on sent ou on pressent que le 3 décembre, on aura quand même des votes très très serrés. Des votes serrés pour la première place, je ne pense pas. D'accord. La première place, comme Fifi, comme Franck, elle est décernée a priori pour le Croate. Maintenant, bien sûr, du côté de la deuxième et de la troisième place, oui, peut-être là, il y aura des surprises, parce que là, on parle de Varane, on parle de Mo Salah qui a fait une saison monstrueuse, on parle aussi de Cristiano Ronaldo, quoi que l'on dise, il y a Griezmann. Oui, c'est de ce côté-là que peut-être les choses sont visiblement serrées, mais pour la première place, sans aucun doute, vu toute la carrière de cet homme-là, vu l'importance, on l'a vu dans l'élément, l'importance tactique et dans le dispositif de Zidane et celui de la Croatie. Je pense que Luka Modric, il est temps
que cette injustice-là qui se fait depuis un temps, parce que ce n'est pas seulement les buteurs, ce n'est pas seulement Cristiano ou Messi, il y a eu des Xavi, des Iniesta, il y a eu des Schneider qui sont passés, qui auraient aussi pu remporter... De grands gardiens aussi. De grands gardiens aussi, oui, qui auraient aussi pu remporter ce ballon d'or-là. Cette fois-ci, moi je pense que c'est une injustice, une justice plutôt, qui se rétablit. Voilà. Nous rappelons que le ballon d'or France Football est une institution qui est mise en place depuis déjà plusieurs décennies, mais cette fois-ci, ce sont le panel des journalistes qui sera pris en compte parce que entre-temps, lorsque la FIFA était aux commandes, c'était les sélectionneurs, les entraîneurs, les capitaines. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'un panel de près de 180 journalistes. Est-ce que ce sera un vote objectif à la fin, Franck? Oui, je me dis que ça peut être un vote objectif, mais en même temps passionnel. Voilà. Parce que lorsque vous voyez des joueurs qui ont certainement des milliers de supporters dans le monde, je crois que ça fait effet. Ça fait effet lorsqu'on prenait Cristiano Ronaldo, par exemple, avec tout ce qu'il fait sur la planète footballistique. Il mobilise la foule, il draine la foule. Sauf que ces derniers temps, avec cette histoire de Catherine Mayorgas qui va peut-être le plonger. Je pense que c'est des joueurs qui vraiment ont marqué et continuent de marquer leur passage dans le monde du football. Même chose pour Lionel Messi. Maintenant, on sait que depuis quelques semaines, et ce n'est plus ça. Il y a d'autres joueurs qui semblent passer devant ces génies du monde footballistique. Donc, je pense que parfois le vote... Il est, j'ai envie de dire, objectif, mais en même temps passionnel. Ah oui, c'est vrai. Et puis, on va s'intéresser également à ce autre trophée-là de France Football, le trophée Copa. Visiblement, Kylian Mbappé serait quand même, voilà quoi, le lauréat, le favori. Qu'est-ce que vous en pensez, Fifi? Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit le lauréat parce que vu tout ce que ce jeune a fait à son âge et comment il continue d'impressionner un peu, comme on vient de le dire, le monde footballistique, moi je me dis qu'il le mérite amplement. Oui, en même temps c'est la résonance, c'est la résonance de sa performance qui le porte devant. Parce qu'en principe, je crois que Raphaël Varane aussi est très bien placé, beaucoup plus placé, ne serait-ce qu'en matière de trophées, parce que Varane c'est une Ligue des Champions et puis une Coupe du Monde, tout comme Kylian d'ailleurs. Mais vu la performance, et puis Kylian depuis un moment, c'est des matchs c'est des performances plutôt lors des matchs clés. Des grands matchs. Voilà, lors des grands matchs face à l'Argentine, on se souvient. On se souvient aussi comment il a été récemment, je pense, en championnat. Oui, voilà, il a fait un quadruplé. Voilà, c'est des choses qui résonnent très fort. Et hier même, il a encore sauvé l'équipe de France. Voilà. Bon, on en reviendra. On va sur ce dossier de très très près. Le Ballon d'Or sera décerné le 3 décembre prochain du côté de Paris. On saura qui de Cristiano Ronaldo, Varane, Griezmann, Mbappé, Lionel Messi, Mané, Salah ou de Luka Modric va être consacré. Peut-être, comme on l'a déjà dit, serait l'hégémonie, la fin de la dynastie Messi-Ronaldo. Il était temps. Il était temps. Voilà qui est dit sur le Ballon d'Or. Et nous évoquons cette rencontre amicale. C'était hier du côté du Roudourou à Guingamp. On a déplacé complètement l'équipe de France à l'intérieur du pays. Et à la fin, c'est l'Islande, qui a failli jouer un sale tour aux Bleus de France. Score final 2-2 grâce à l'entrée en jeu quand même d'un certain Kylian Mbappé qui a encore fait des fait des misères aux Islandais. Mais bon, voilà, score final 2-2. On va écouter quelques réactions et on en parle derrière. On n'a pas été bon, alors on a été chercher ce match nul en équipe. Le groupe était assez satisfait parce qu'on est revenu, mais il y a quand même de la déception. Parce que c'est un match qu'on doit gagner normalement. Oui, c'est une piqûre de rappel. On risque de connaître ce genre de scénario à l'avenir. Donc c'est à nous de trouver les solutions en tant qu'équipe, collectivement, pour éviter de revivre ce genre de scénario. Alors Armel, doit-on parler de Mbappé dépendance avec les Bleus de France ? Non, je ne crois pas. C'est vrai qu'il flambe actuellement. C'est vrai que c'est un joueur qui commence à prendre une certaine importance au sein de cette équipe de France. Mais avant lui, je pense qu'il y a quand même Griezmann qui est là. Il y a d'autres garçons également. Maintenant, s'il continue sur cette allure, c'est vrai, il sera l'homme providentiel de cette équipe. Ça, c'est sûr. Maintenant, par rapport à ce match, il faut dire que les Français, à mon avis, ont sous-estimé ce match-là. 2-0 jusqu'à la 86e minute. Justement.
Justement, ils ont sous-estimé ce match-là, ils ont sous-estimé la disposition, la capacité tactique de cette équipe islandaise qui l'a déjà montré face à l'Argentine. Justement, l'Islande adore ce genre de rencontre où cette équipe peut laisser la possession à une équipe joueuse et donc se recroqueviller derrière, former un bloc un peu comme à l'Atlético Madrid et avec des joueurs aériens très très forts, ça peut faire très mal. Maintenant, je pense que le mental quand même de ces Français-là qui ont su revenir, parce qu'il ne faut pas oublier que les Français, depuis un moment, à chaque match, il y a ce spectre de la Coupe du Monde où l'on doit défendre ce titre-là, on doit montrer... Ils ont plus de pression. Justement, bien sûr. Tous les adversaires qui vont rencontrer la France auront à cœur de battre l'équipe championne en titre. C'est ce que l'Islande a également montré, mais je pense que l'Islande est sur cette lancée depuis un moment déjà. Depuis les clappings en France, lors de l'Euro. Cette équipe ne cesse de progresser avec le peu d'habitants qu'il y a. Je me demande s'ils étaient 20 millions, qu'est-ce qu'on allait voir. On a vu cette équipe de France hier, sans Mbappé qui était méconnaissable. Il a fallu l'entrée de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Mais il n'y avait pas que Mbappé absent. C'était une équipe bis. Je crois que Kanté au milieu aussi n'était pas là. Mais quand on sait le rôle que joue également Kanté au milieu. Donc en même temps, c'est vrai qu'à domicile, la France, championne du monde, devait dérouler face à l'Islande sur le papier. Mais maintenant, quand on n'a pas l'équipe type aussi, ce n'est pas pour leur trouver des excuses. Mais quand on n'a pas le type aussi, on ne peut pas très bien analyser le match. Maintenant, vous avez vu l'entrée de Mbappé Mais Didier Deschamps donne la chance à d'autres joueurs de se donner dans ce genre de match. De se donner dans ce genre de match, mais est-ce que c'est le même niveau? Est-ce que ce sont les mêmes automatismes? Thauvin n'est pas au même niveau que Mbappé? Je ne pense pas. C'est pourquoi quand on avait dit que Mbappé ne devait pas être dans l'équipe type la saison dernière, que Thauvin devait y être, moi je l'avais dit, c'est pas parce que Thauvin et Mbappé étaient un Parisien, mais pour moi, c'est vrai que Thauvin fait de très bonnes choses. Mais pour moi, Mbappé est au-dessus. Thauvin, avec l'équipe de Marseille, a été toujours bon, très bon même. Mais avec l'équipe de France, vous avez un match en demi-teinte. Et vous vous rappelez d'un très bon match de Thauvin en équipe de France? Non, c'est vous qui peut-être savez. Moi, je me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas. Voilà, justement. Donc, pour moi, l'équipe Thauvin, Mbappé, ce n'est pas la même chose. Et vous avez clairement vu que l'entrée de Mbappé a tout changé. Sur le but contre son camp, c'est Mbappé qui était à l'origine. Bien sûr. Sur le penalty, c'est lui qui le marque également. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont des cadres, qui doivent forcément jouer Mbappé est déjà un cadre de l'équipe de France? Moi, je crois. Donc, qui doivent jouer le premier rôle en équipe de France, et à ceux qui seront des remplaçants. Maintenant, quand on commence avec ceux qui seront des remplaçants, je ne trouve pas d'excuses, mais c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes résultats que les cadres. Maintenant, c'est clair que l'équipe de France devait gagner ce match. Et il y a un problème. Et comme ils l'ont dit dans le reportage tout à l'heure, c'est un rappel. Qui doivent se rappeler qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais les autres équipes les attendent et doivent faire extrêmement attention parce que, comme l'a dit tout à l'heure Amel, tous ceux qui vont rencontrer l'équipe de France vont vouloir gagner. Faire attention et surtout être reconnaissant. Oui, c'est ce qu'on va entendre dans les propos de Didier Deschamps, qui est tout simplement assez parlant sur la performance de Kylian Mbappé. Il amène de la percussion, de la vitesse, donc forcément ça crée des décalages et du danger chez l'adversaire. Lui, il a ça, il le sait, et forcément, il sait bien qu'il y a du danger, mais c'est des caractéristiques spécifiques qui font que quand on percute, on amène la vitesse, c'est ce qui nous a manqué, et c'est vrai que lui, il a ça, et quand il est rentré, ça a fait du bien à l'équipe. Il est rentré, ça a fait du bien à l'équipe. Vraiment. L'équipe de France a été en souffrance. 2-0 à 5 minutes de la fin en roue de roue. On avait envie quand même d'apporter, on va dire, passez-moi le mot, justifier la victoire à la Coupe du Monde en dominant l'Islande devant cette équipe, ou bien, en province, c'est-à-dire au stade de Roudourou. Donc, mais il faisait face à une difficulté. La famille sonne à bousculer les Bleus. Et c'était l'entrée, justement, de Kylian Mbappé, qui apporte la vitesse, la percussion, la création, la promptitude et l'audace.
il a de la vitesse et il a prouvé sur ce qui a obligé le défenseur islandais à marquer contre son camp. Donc un tel joueur, vous ne pouvez pas vous passer de lui. C'est vrai que lorsque vous avez un statut à défendre, la France aujourd'hui est championne du monde et dès qu'on a un match contre la France, ce n'est plus la même chose. On a envie de gagner et la France va pouvoir faire face à ces difficultés jusqu'aux 4 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe du Monde de Qatar. C'est Qatar, non? Donc je pense que c'était des Islandais préparés pour faire mal à cette équipe de France, mais elle a réagi, ce qu'il faut saluer d'ailleurs, elle a réagi comme une équipe championne en revenant dans les 4 minutes. Donc ce n'était pas évident, mais ils l'ont fait. Bravo. C'est la force d'une grande équipe également. C'est aussi la force d'une grande équipe. Mais entre-temps, il faut rappeler quand même qu'il y a des joueurs qui sont revenus et qui faisaient leur première sélection. Les joueurs comme Dembélé qui ont essayé quelque chose et puis d'autres joueurs. Donc voilà. Mais la France doit se préparer parce que sur les 4 ans à venir, il y aura des matchs comme ça. Ah oui, elle est très avertie, cette équipe, de voir rapidement et puis on ouvre notre fenêtre. En même temps, les Français doivent faire attention parce que choisir les pelouses, on sait qu'actuellement Guingamp, ce n'est pas un porte-bonheur. Bon, souvent, c'est pour rapprocher l'équipe de France à la population. Oui, mais cette population guingampaise, on sait ce qu'elle vit en Ligue 1. Donc voilà, évoluer sur cette Mais là, c'est l'équipe nationale. Ouais, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. Il y a des mauvais esprits là-bas. Oh là là, qu'est-ce que vous savez? Jouer au parc, peut-être. On va enchaîner avec la Ligue des Nations parce que par ailleurs, il y avait des matchs amicaux. Entre autres, il y avait également la Ligue des Nations. Il y a le Portugal sans Cristiano Ronaldo qui s'est imposé à l'arraché 3-2 face à la Pologne avec des buts côté portugais d'André Silva et Bernardo Silva. Et puis côté polonais, il y a Piatek et Błaszczykowski qui ont inscrit pour la sélection polonaise. Ah oui, sans Cristiano Ronaldo, le Portugal arrive toujours à gagner ses matchs. Oui, le Portugal se porte bien puisque depuis le début de la Ligue des Nations, le Cristiano ne revient plus. Ça fait 6 points pour eux déjà. Oui, et on remarque qu'ils gagnent à chaque fois. Ça veut dire que des fois aussi, il faut éviter aussi la dépendance. Dépend tout le temps d'un joueur. Ne fait pas toujours du bien aux équipes. Maintenant, les joueurs sont conscients que Cristiano n'est pas là. Il faut travailler, il faut aller de l'avant. Et c'est peut-être ça qui porte chance à cette équipe portugaise. Voilà. Armel, votre avis? Oui. Cristiano Ronaldo absent, mais bon, ça va très bien pour le Portugal. Oui, une très belle équipe portugaise qui, entre-temps aussi, a vu un nouveau capitaine, Pepe, qui assume bien on va dire l'intérim, en attendant le retour de CR7. Mais surtout, le Portugal est face à des équipes de très bonne qualité. C'est ce que j'ai remarqué. La Pologne, et puis même dans les matchs amicaux, c'était entre-temps l'Italie, je crois, C'était un nul. C'était un nul, mais en tout cas, le Portugal n'a pas perdu et donc c'est très bien. On sent ce Portugal-là qui a remporté l'Euro à l'arraché. Champion d'Europe en titre. Champion d'Europe en titre et voilà, donc on continue sur ce mouvement, on va dire. On va s'intéresser au match amical, de l'Espagne face au pays de Galles, Franck. L'Espagne de Luis Enrique qui s'est imposé 4-1 avec des buts de Paco Alcácer qui s'est offert un doublé et puis Ramos et Bartra. Oui, je pense que c'est une équipe qui est aussi en reconstruction avec le nouvel entraîneur Enrique, Luis. Donc je pense qu'il n'y avait pas trop d'opposition. L'Espagne était carrément au-dessus des Gallois. Et la forme actuelle de Pablo Alcácer, qui, souvenez-vous, lors du week-end dernier, a fait un triplé. Donc il n'a fait que reconduire ce qu'il a fait dans le championnat. Donc je pense que pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'opposition entre ces deux nations. Même sur le papier, on le sait, l'Espagne est carrément au-dessus du pays de Galles. Et malgré la volonté, malgré la détermination des coéquipiers de Gareth Bale, et ils n'ont pas su résister. Et nous enchaînons avec d'autres matchs de la Ligue des Nations qui vont se jouer samedi et dimanche, et même lundi. On va s'intéresser au match Croatie-Angleterre. Croatie-Angleterre, la revanche, tout simplement, des demi-finales lors du récent mondial. Revanche que doivent prendre les Three Lions, puisque ces derniers ont été battus par la avec très le belle sélectionneur qui a été prolongé. Justement. Et du coup, un autre test pour ce sélectionneur-là, ce qu'il n'a pas pu faire avant sa prolongation, peut-être qu'il le fera après sa prolongation. Mais en même temps, la Croatie n'est pas bien du tout aussi. Souvenez-vous, une sanglante défaite face la déroute complètement. Pourquoi vous la rappelez celle-là? Elle a été éparpillée, cette équipe croate, donc espérons qu'elle a essayé de recoller les morceaux et que ce morceau sera
bien dur, j'allais dire, face à l'Angleterre. Et la Belgique avec Eden Hazard tout feu tout flamme qui va défier la Suisse. Ce serait un match intéressant également. La Belgique, on a déjà vu à la Coupe du Monde, c'est la 3e place. Oui, la 3e place. À la Coupe du Monde. La Suisse aussi une belle équipe qui était une très belle équipe. Donc ça promet, mais quand même avantage à la Belgique quand on voit tout ce que Eden Hazard fait aujourd'hui. Et puis quand on voit les joueurs belges un peu partout en Europe et tout ce qu'ils font. Un léger avantage à l'équipe belge. Gros match peut-être entre les Pays-Bas et l'Allemagne, Franck. Oui, les deux pays qui se connaissent parfaitement. Oui. Et quand on fait les statistiques, les Allemands sont devant. Ils arrivent quand même à jouer des mauvais tours aux oranges dans les matchs amicaux et officiels. Donc je pense qu'on peut dire qu'il y a un petit avantage pour l'Allemagne, même si ce pays s'est désagrégé lors de la Coupe du Monde. Les Pays-Bas également ne vont pas bien. Ce n'est plus la grande équipe des Pays-Bas qu'on connaît il y a 10-15 ans. Cette équipe aussi est en reconstruction. Donc je pense que la balance se penche un peu du côté de l'Allemagne. Et il y a quelques jours, Michael Ballack qui est sorti en disant tout simplement que Joachim Löw aurait mieux fait de quitter la Mannschaft que de pour la prolonger comment vous appréciez cette Oui, je pense que c'est son opinion. C'est quelqu'un qui a joué pendant très longtemps dans l'équipe nationale d'Allemagne, mais lui également, il n'a pas eu la chance de gagner quoi que ce soit. Et à un moment donné, on disait même que il était quand même, il portait la poisse pour cette équipe. Donc, Michael Ballack, c'est un grand joueur, très très bon milieu de terrain, souvenez-vous. Mais quand il dit ça, bon, il a peut-être ses raisons. Maintenant, je pense que sur un côté, il a quelque part raison, parce que ça fait quand même 12 ans que Joachim Löw est là. Peut-être sur ce déclin, il pourrait quand même. Et il a gagné des titres avec la Mannschaft. Il a gagné des titres. Voilà. Personne ne le rejette. Mais cette performance de l'Allemagne vraiment a marqué tout le monde, surtout ceux qui aiment cette sélection. Donc, je pense que c'est sur ce point, surtout que Ballack a fait cette sortie, mais il a le courage, il a envie de continuer. Pourquoi pas lui donner la chance? Qui sait que peut-être dans les prochaines compétitions, il aura de la réussite. Mais il est très suivi, il est en sursis. Absolument. Dès les prochains faux pas, on ne lui fera pas cadeau. Malgré sa prolongation à la tête de la Mannschaft. On va s'intéresser. Oui, je ne savais pas que les Blancs aussi n'aiment pas démissionner, parce que pour moi, c'est... Mais ce sont des humains après. Oui, voilà. Est-ce que tu veux insinuer? Je veux insinuer. Voilà, je pense qu'il y a usure. Il y a usure de la part de l'eau. Non, tout simplement. Quel est ce discours-là qui va pour encore... Pour vous, il devrait partir. Bien sûr, il devrait partir, laisser la place à un nouveau discours, une nouvelle envie, parce que c'est aussi ça, le haut niveau. Des fois, on en a marre, surtout quand on a remporté la Coupe du Monde. On ne sait plus, voilà, justement, sur quelle base il faut jouer. Et je ne suis pas sûr que le technicien allemand aujourd'hui ait de nouvelles bases pour pouvoir amener cette équipe à être encore excitée pour aller gagner de nouveaux trophées. Et de toutes les façons, Joachim Löw est toujours dans tous les stades de Bundesliga pour chercher la perle rare pour sa formation, la Mannschaft. On va s'intéresser à ce match aussi intéressant, la Pologne et l'Italie qui a du mal, vraiment du mal à se sortir d'affaire, Fifi. Oui, l'Italie qui a vraiment du mal à se sortir. On veut tout reprendre à zéro là-bas, on veut recommencer. Donc, et là, ce sera compliqué pour l'Italie, mais on verra bien l'Italie qui n'a plus d'attaquants. C'est incroyable. Bien qu'on on veut pas prendre notre ami Balotelli. On ne veut plus le prendre. Je crois qu'au début, on l'avait pris pour quelques matchs. Justement, mais bon. Mais apparemment, le rendement n'y est pas. Apparemment, on ne veut plus le prendre. Mais maintenant, il n'a pas d'attaquant. Il semble qu'il est à court physiquement et l'entraîneur l'a dit. Oui, justement. Et puis c'est vrai. Sa masse pondérale. Et puis c'est vrai, parce que depuis le début de la saison, même avec Nice, il a du mal. Il ne joue pas. Patrick Vieira également lui a signalé cela. Mais c'est quand même compliqué. Donc c'est compliqué de le prendre en équipe nationale comme cela. On verra bien ce que ce match. Peut-être il va falloir faire appel à Tiro Immobilier, d'autres joueurs italiens pour alimenter la table
stade de la Nazionale qui est totalement en panne. Ouais, Roberto Mancini ne fait pas un bon début. Hein. Oui, ça fait 6 matchs. Je pense qu'il n'y a qu'une petite victoire pour l'Italie. C'était sur 6. Voilà, donc, c'est petit. La moyenne, elle n'existe même pas. Quand on connaît, on va dire, le standing de la Squadra Azzurra, c'est quand même petit. Donc, peut-être qu'il doit revoir dans ses plans. Et voilà, les médias le critiquent déjà. On va, voilà ce qu'on va dire sur la Ligue des Nations et on va justement dans quelques petites secondes évoquer le cas de Leonardo Jardim qui a quitté l'AS Monaco. Obrigado Jardim, oui c'est ce qu'on pouvait lire sur le site officiel de l'AS Monaco. Merci Monsieur Jardim après avoir passé 4 ans sur le Rocher. Les chiffres sont assez parlants, 433 matchs, toutes compétitions confondues, près de 55% de victoires, champion de France en 2016-2017 avec l'AS Monaco, 2 finales de la Coupe de la Ligue et puis une demi-finale de Ligue des Champions. Cette fois-ci, il dit que c'est bon parce qu'il n'a plus peut-être les moyens pour faire de très bonnes choses avec l'AS Monaco. Moi, j'ai lu sur les sites qu'il a été limogé. Et si c'est vrai qu'il a été limogé, c'est tout simplement de l'ingratitude. Ce n'est pas de la reconnaissance. C'est de l'insulte même, je dirais. Parce que quand vous enlevez tous les meilleurs éléments à cet homme-là depuis des saisons déjà, mais il continue de faire avec. Et comme tu l'as dit, avec les résultats, d'avoir quand même de très bons résultats. À chaque fois que Jardim a été dépeuplé, il arrivait quand même à reformater une belle équipe et avoir un résultat conséquent. Je pense que c'est un entraîneur tout simplement à élever au plus haut niveau. Il est très performant. Maintenant, je crois aussi quand même que c'est l'homme qui est fatigué. Voilà, Jardim est fatigué, c'est un ras-le-bol, tout simplement, qui ne dit pas son nom. Mais voilà, Monaco a choisi de dire qu'il a limogé l'entraîneur. Non, je pense que c'est Jardim qui a décidé de partir parce que c'est inconcevable qu'on puisse évoluer dans de telles conditions. Depuis qu'il est là, c'est 500 millions d'euros pris sur son dos. Voilà, tout simplement. Je ne comprends pas cette politique des Russes je ne sais pas, de dépeupler une telle équipe. Pour moi, c'est inconcevable. Et d'ailleurs, je trouve que ce soit logique que Jardim quitte le Rocher pour aller faire ses preuves ailleurs. Parce que je suis sûr qu'avec une autre équipe beaucoup plus stable, où on donne du temps, il aura des résultats ô combien importants. Franck Lugnaman, comment vous analysez cette situation ? Mais je pense qu'il était arrivé pour faire de Monaco une très grande équipe. Il a réussi en partie à le faire. Il avait quand même signé un contrat de 6 ans, un contrat qui courait jusqu'en 2020. Oui. Il restait donc 2 ans pour lui et les dirigeants de l'AS Monaco ont trouvé qu'il était temps de le remercier parce que là, les résultats ne suivaient plus. Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est la vie d'un entraîneur. Lorsque ça ne va pas, lorsque vous ne gagnez pas, lorsque vous êtes au fond du classement, les dirigeants qui peut-être ont des projets, qui veulent faire voir leur équipe pour avoir peut-être d'autres partenaires, d'autres sponsors, réagissent toujours. Ça, c'est la vie d'un entraîneur. Malheureusement pour Leonardo Jardim, qui a quand même réussi des choses. Vous avez parlé de 400 matchs et près de 55% de réussite. Donc, je pense que c'est bien. Il a laissé des traces au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais les dirigeants également n'ont qu'à retenir que lorsque vous faites partie à chaque saison, vous faites partir à chaque saison les meilleurs, mais vous posez des problèmes à l'entraîneur. Vous l'affaiblissez. Oui, il n'a plus les éléments nécessaires pour défendre les objectifs. Lorsque vous perdez en l'espace, je crois, de 2 saisons, Bernard Mendy, Bernardo Silva, Lemar, Fabinho, Bakayoko, tout ce monde, mais Monaco ne peut plus jouer. Kylian Mbappé a bien fait de quitter très tôt le bateau. Donc je pense que c'est très difficile, mais derrière lui, je pense que l'entraîneur qui va venir, s'il accepte de conduire cette équipe, je pense que le problème ne sera pas réglé d'ici demain. On parle de Thierry Henry. Moi, je ne pense il n'a qu'à rester vice de Martinez. C'est ce que vous lui conseillez. Oui, pour moi, il ne peut pas faire l'affaire tout de suite parce que les joueurs qui sont là, non, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas le niveau, mais pour attendre, pour gagner quelque chose,
ce n'est pas possible. Donc il faut reconstruire cette équipe, attendre encore 2 saisons. Mais les Ribolovlev et les Vassiliev ne veulent pas ça. Eux, c'est du commerce, avoir de l'argent rapidement. Et voilà, ils l'ont, mais l'équipe est dépeuplée. Vous l'avez touché, cet aspect. Les joueurs qui sont là aujourd'hui, Fifi, je vais vous les citer et voir qu'ils peuvent faire avec cette formation de Monaco. Il y a Djibril Sidibé, il y a Jean-Eudes Arolou, il y a Chadli, il y a Golovin, il y a Silla, Tillmans, Grandsir, Falcao et Jovetic. Peut-être on prend Falcao. On prend Sidibé, voilà les anciens qui sont là et qui... Sobatic aussi. Voilà, Sobatic, le gardien. Justement le gardien. Mais à part ça, les autres, Jean-Eudes Darolou, qui n'est même pas avec l'équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui n'est même pas appelé avec... Ce sont pas des grands noms. Quand on parle de Monaco, qui doit faire l'affaire avec Monaco, tout simplement pour dire que les dirigeants monégasques sont des businessmen. C'est du business, ils font. Hein. Ils n'ont pas de politique sportive. C'est révéler des talents, des ventes chères, empocher de l'argent. Oui. Mais ils oublient que pour que leur business prospère, il faut qu'il y ait de bons joueurs. Il faut que dépenser pour avoir de bons joueurs pour que eux, leur business prospère. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte. Peut-être qu'ils pensaient qu'avec ces joueurs-là, Jardim allait encore faire quelque chose, les révéler encore comme les Neymar, je dis Neymar, Lemar, Bakayoko, Fabinho, le jeune Mbappé. Mbappé. Voilà, ce sont des joueurs que Jardim a quand même révélés au monde du football, qui sont devenus aujourd'hui des grands noms du football national. Oui. C'est pour dire que ce que Jardim a fait est énorme. Vous savez que c'est Jardim seul avec Monaco qui a réussi à arrêter le Paris Saint-Germain à un moment donné. Depuis que les Qataris sont arrivés, le Paris Saint-Germain empilait les victoires, les titres de champion. Et c'est Jardim ce qui est arrivé aujourd'hui, quand vous prenez le palmarès, la seule victoire ou bien le seul titre de Monaco qui est entre les titres 2016-2017 les titres du Paris Saint-Germain, c'est avec Jardim. Donc c'est montré que ce monsieur a fait énormément pour Monaco. Mais comme l'a dit Franck tout à l'heure, moi je ne dirais pas que c'est de l'insulte de le renvoyer, mais quand l'équipe ne marche pas, c'est vrai, on a dit. Est-ce qu'il a raison de partir cette fois-ci? Il a raison. C'est le bon moment pour moi, je trouve qu'il doit partir maintenant, parce qu'il n'a plus les armes, il n'y a plus les joueurs, il n'a plus. Les joueurs là n'ont pas le niveau de Monaco. Il l'a dit. Peut-être pas de. Ils ont le niveau d'autres clubs de France, mais quand on va sortir Falcao, quand on va sortir Soubadji, quand on joue en Ligue des Champions, quand on sort Sidibé, qui joue en temps également, et autres, les autres qui restent là n'ont pas le niveau de Monaco. Donc il a compris que ce sera difficile d'aller encore très loin et c'est mieux de partir. Et on va s'intéresser à son successeur. Successeur, on annoncerait Thierry Henry, l'ancien même de Monaco, ce club qu'il a révélé aux yeux du monde. Et il semblerait qu'on lui a donné des garanties sur le mercato d'hiver à venir. Je vais reprendre la phrase de Franck Nonyama, c'est mieux qu'il reste en Belgique. Ah d'accord, c'est votre avis. Franck? Non, je ne vais pas changer d'avis, il n'a qu'à rester de l'autre côté en étant en joint de Roberto Martinez. Malgré les garanties qu'on lui a données. Les garanties qu'on lui a données en hiver, quels sont les joueurs disponibles? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il va chercher? Donc je pense qu'il n'a qu'à réfléchir. Il a déjà refusé pour Bordeaux. Il n'a pas été choisi pour Aston Villa. Dim Smith a été préféré. Donc je pense que pour le moment, la Belgique, j'allais dire, fait de très belles choses. Donc il n'a qu'à continuer. Ce n'est pas le moment pour moi de venir à Monaco, même si c'est son club formateur. Même si c'est la chanson de la presse française. Ils ont dit ça pour Bordeaux. Au dernier moment, ils ont dit qu'il n'est jamais venu. Donc je pense qu'il doit continuer pour le moment avec la Belgique. Le temps pour lui de bien réfléchir, de bien faire les contours des choses avant de pouvoir faire son choix. Sinon, Monaco aujourd'hui, celui qui va venir va toujours avoir des problèmes. Ah oui, on va s'intéresser à quelques chiffres de l'AS Monaco. À l'heure où nous parlons, ça fait 10 matchs consécutifs sans victoire pour l'AS Monaco, 8 matchs sans gagner en Ligue 1 Conforama. Donc la tâche semble lourde pour le successeur. Et 6 points. 6 points après 9 jours. C'est incroyable. 6 points sur 27 possibles. C'est compliqué pour l'AS Monaco. Mais c'est mieux que Guingamp. Qu'est-ce que vous avez avec la formation de Guingamp? Aujourd'hui, dis donc, vous avez une dent contre cette équipe de Guingamp. En avant Guingamp. Et puis pour finir, 500 millions d'euros de vente
de joueurs, s'il vous plaît, en moins d'1 an avec l'association sportive de Monaco. C'est quand même incroyable. Ah oui, c'est Avec ça, les Russes. énorme. C'est pourquoi ils font c'est du business. Ribolovlev a de l'argent. La première année, quand ça n'a pas marché, il avait menacé de quitter. Voilà, le je club, me rappelle de cette donc, situation, justement. maintenant que ça marche, il ne dit plus rien. Il envoie Vassiliev. Voilà, donc il est tranquille. On ne le voit jamais s'exprimer. Non. Ribolovlev. Il s'exprime avec l'argent. Voilà qui est dit. 9h45. Oui, on va maintenant s'intéresser au débat des spécialistes dans l'émission Plateau Foot Europe. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Montini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes s'intéresse au dossier Cristiano Ronaldo accusé de viol par Catherine Mayorgas, une jeune dame américaine avec laquelle il a eu une escapade amoureuse, si on peut le dire ainsi. Et voilà, c'était en juillet 2009 du côté du Nevada, sûrement en pleine vacances Cristiano Ronaldo. Et la situation qui devient compliquée pour lui, la dame qui est sortie en parlant de viol de la part de la superstar portugaise. Et on a remarqué que cette déclaration a fait les choux gras de la presse sportive et même de la presse en général. Fifi Asogbavi, lorsque vous aviez entendu cette situation qui est sortie, quelle a été votre première réaction? Première réaction, s'il y a eu viol, Cristiano Ronaldo doit être puni. Ça, c'est puisque le viol est punissable par la loi, oui, pratiquement dans tous les pays maintenant. Et donc, s'il y a réellement eu viol, Cristiano Ronaldo doit être puni selon la loi. Mais maintenant, il faut aller trouver réellement qui a eu viol. Puisque les informations, Cristiano Ronaldo nie tout en bloc, oui, dit que c'était une relation consentante. Et la fille dit que non, que ce n'était pas une relation consentante. Maintenant, quand vous prenez certaines images et puis certaines vidéos, on se rend compte que les deux étaient vraiment, en fait, ils ont pris de l'alcool et tout. Maintenant, ce qui s'est passé après, on ne sait réellement pas. Maintenant, c'est de prouver réellement qu'il y a eu viol. Et dans ce cas, parce qu'il paraît que, selon les informations, le problème aujourd'hui, c'est que selon les informations, à l'époque, Cristiano Ronaldo aurait versé une grosse somme, oui, à la on parlerait de $375,000 pour une seule nuit. Pour une seule nuit, pour que la jeune femme se taise. Voilà. Et réellement. Et Cristiano Ronaldo aurait dit à son avocat qu'à un moment donné, la fille avait dit non. Maintenant, est-ce que tout ça est vérifié? Est-ce qu'il y a des preuves à l'appui pour prouver que Cristiano Ronaldo a vraiment violé la fille? Si c'est ce que je dis, si c'est le cas, il doit être violé. Maintenant, c'est la partie, ou bien ce sont les avocats de la jeune dame de prouver aujourd'hui maintenant qu'il y avait réellement eu viol. Appelons Cristiano se retrouverait du côté du Portugal avec ses avocats, histoire de monter quand même leur défense. Comment vous regardez cette situation, vous, Armel Waba? Je pense qu'il y a quand même des éléments qui nous amènent. C'est vrai que l'affaire n'est pas encore totalement connue, on ne connaît pas tous les éléments, mais il y a certaines choses qui m'inquiètent, qui me prouvent que peut-être le Portugais aurait commis l'acte. D'abord, on a vu ses sponsors le lâcher. Pourquoi le lâche-t-il? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des choses connues par ces sponsors-là qui ne sont forcément pas dévoilés. Lui-même aurait dit à son avocat qu'à un moment, la jeune dame n'aurait pas été d'accord par rapport à ce rapport qu'il y a eu entre les deux personnes. C'est un autre élément. Maintenant, je pense aussi que Cristiano... c'est quand même un garçon qui s'est un peu laissé dans la fête, parce que c'est du genre, oui, il a l'argent. Vous pensez qu'il est piégé?
il est piégé, voilà. C'est là où j'allais en venir, parce qu'il ne faut pas oublier que ces joueurs-là, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au niveau de Cristiano Ronaldo. Oui, voilà. Tout joueur de football est toujours convoité par tout le monde. Voilà, et puis ce ne sont pas toutes les personnes qui vous approchent avec de belles intentions, pas du tout. La quasi-totalité vous approche parce que il y a l'argent, et d'autres personnes sont tellement perverses qu'elles vous piègent. Et Cristiano Ronaldo à un moment s'est fait piéger lui-même, parce que quand vous entendez tous ces voyages-là, toutes ces fêtes qu'il fait partout dans le monde où il va prendre des vacances, en soi ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est à lui de comprendre qu'il va falloir assainir son entourage. En le faisant, il est exposé. Bien sûr, il est exposé, donc il fallait assainir son entourage, et c'est ce qu'il n'a pas fait. Oui. Il aurait pu comprendre que d'autres célébrités déjà ont été piégées de cette façon-là, en se laissant aller comme ça dans la vie. Maintenant, on espère pour lui que ce ne sera pas le cas, même si c'est le cas. Comme Fifi, il doit être puni comme toute autre personne. Mais en même temps, je remarque aussi que pour faire tomber les célébrités, c'est cette histoire-là qui revient, qui court les presses et tout ça. Donc, à un moment, il va falloir aussi que véritablement l'on songe à faire passer des tests à ceux qui accusent. Parce qu'il y en a beaucoup qui mentent aussi. C'est trop facile d'accuser, c'est ça? C'est trop facile. Et surtout, n'oubliez pas que c'est aux États-Unis. C'est un pays qui ne lésine pas. La loi qui protège les femmes. Voilà, qui protège, et des fois même qui protège des menteuses, j'ai envie de dire. Parce que toute femme sait que dès qu'elle avance cela, elle est à 80% supportée. Voilà. Donc, il n'y a pas un véritable contrôle. Non, il va falloir passer un véritable contrôle pour que si l'on arrive à prouver que l'accusateur ou l'accusatrice est en soi une personne qui ment, qu'elle soit également punie. Alors, voilà. Franck Luyama, oui, cette déclaration de Mayorga aussi, vous l'avez suivi durant tous ces jours. Vous pensez qu'il y aura une suite meilleure pour Cristiano Ronaldo dans cette affaire? Pour l'instant, c'est très difficile de pouvoir se prononcer sur cette affaire. Une affaire qui remonte en 2009. Oui. Ça fait quand même pratiquement 9 ans ou 10 ans que cette affaire, ou bien que cette relation a eu lieu. Donc, j'ai comme l'impression que cette histoire de plainte par rapport au viol est devenue une mode. Monnaie courante. Parce que là, souvenez-vous, la dernière fois, c'est le juge Brett Kavanaugh qui a été vraiment victime. On en a parlé. Et puis derrière, il a été quand même nommé juge. Voilà. Ça veut dire que cette affaire a été garée quelque part. Cette affaire de viol, lorsque vous prenez, on remonte un peu sur l'histoire de Cannes, qui préparait les élections en France, et derrière déjà, on dit oui, il a violé une dame, et derrière on dit c'était un non-lieu. Mais je me pose beaucoup de questions. On parle d'une soirée où les deux personnes se sont laissées aller, ont pris de l'alcool, et quand vous prenez l'alcool, ça veut dire que vous perdez une partie de votre lucidité. Eh bien, je ne sais pas comment dans cette affaire on parle de viol. Est-ce que la fille en elle-même était lucide pour savoir, oui, j'ai refusé, Cristiano m'a violé, effectivement. Ou là, c'est pourquoi avoir accepté une telle somme aussi? Non, mais Cristiano a de l'argent. Pour une soirée passée avec lui, il est capable de vous donner $1 million. D'accord. Ça, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'il a violé, pour moi, qu'il donne près de $400 000. Pour une affaire de viol, mais il saura que c'est grave. Et ce n'est pas $375 000 qui ferait l'affaire. Pour une soirée passée avec une star d'envergure mondiale, vous avez facilement cet argent. Oui. Ce n'est pas parce que pour moi, il a violé qu'il donne cet argent. Le viol, c'est un crime qui doit être puni. Si Cristiano le fait, il doit être puni comme tout le monde. Et qu'il est reconnu coupable. Il doit être puni comme tout le monde. Mais là, il faut qu'on fouille dans cette affaire pour voir réellement ce qui s'est passé. Et si tu dans une soirée où il y avait la fête, où il y avait l'alcool, où il y avait tout. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Voilà. On va avant de rapidement finir, parce que là, l'heure est partie. Oui, avant de finir, j'aimerais bien terminer par là pour dire que si la fille aussi est en train de mentir, parce que c'est possible. C'est possible qu'elle mente aussi. Qu'elle mente aussi, comme l'a dit Armel, qu'on creuse bien et qu'elle aussi soit punie. Parce que là, si elle est en train de mentir... Le mensonge aussi est punissable. Est punissable. Voilà. Et là, elle est en train de détruire l'image de Cristiano Ronaldo. Et même si Cristiano lui avait donné l'argent pour faire, pour la faire taire, elle a accepté. Justement. Elle a accepté. Donc, pourquoi après 10 ans maintenant, c'est maintenant qu'elle a mal. Voilà. Et les avocats des deux parties quand même s'affairent à avoir le maximum de preuves pour quand même situer les responsabilités
des uns et des autres. Voilà, on va s'arrêter là et on va suivre cette affaire de très très près et on va quand même en débattre dans les jours à venir. Voilà ce qui met fin à cette émission. Merci Armel d'être passé. Non, c'est moi. Merci Franck Lounyama. Ça a été un plaisir. Merci également à vous Fifi. Oui, merci à vous également et bonne chance aux éperviers. Et nous saluons également Roméo Yetor et Ezekiel Ayataï. Sans oublier, nous souhaitons également un bon repos de l'âme de notre confrère Jean-Pierre Janjot, dont la veillée funèbre a lieu aujourd'hui et l'enterrement ce sera demain. Aujourd'hui à 16h. Bonjour à Esther Kono. Ah oui, ce sera le match Togo-Gambie. De toute façon, voilà, c'est ce qui est dit. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci également à Eloma Dovan qui a assuré la vidéo de cette émission à retrouver sur sportfmtg.com. Merci à vous, on se dit bon week-end.